voilà, comme tu dis si souvent. Donc Sophie, ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît, Ouais, hein. On s'est rencontrés à travers différentes formations de développement personnel. ouais. Moi, j'étais très impressionné de te rencontrer quand j'ai commencé à marcher finalement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai quand même quelqu'un d'intéressant à rencontrer. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à créer ces programmes. Oh là, Oh là, je te prends comme ça, hein, direct. t'as une heure devant toi ou... Ouais, pourquoi pas? Est-ce que vous avez une heure? Alors, il y a deux choses. Les programmes en eux-mêmes, c'est parce que je me suis aperçue qu'en fait, mes patients, une fois qu'ils avaient fini le traitement, ils avaient envie d'aller plus loin, ils avaient envie de continuer, ils avaient envie d'avoir euh, du support, ils avaient envie d'avoir de l'accompagnement sans forcément être obligés de se déplacer, de prendre rendez-vous, de venir au cabinet, etc. Donc l'idée des programmes au départ, c'était de pouvoir prolonger mes séances à domicile et apporter aussi des compléments d'information, plus de théorie et surtout permettre aux gens de pouvoir reproduire des exercices, se prendre en main complètement, devenir totalement acteur de leur santé. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu le catalyseur qui leur permettait de prendre conscience qu'ils pouvaient avoir une action par eux-mêmes. Ils n'étaient pas dépendants d'un thérapeute forcément. Ils pouvaient avoir une action par eux-mêmes sur leur santé. Et puis, ben, voilà, ils avaient quand même besoin d'être guidés à travers des vidéos, etc. Donc la naissance des programmes, c'est ça. Mais là, tu viens de parler du côté thérapeute. Si j'ai bien compris, tu as quand même deux casquettes. Tu as une casquette en J'en tant ai que... trois. Ah, explique-moi. J'ai une casquette de kinésithérapeute, j'ai une casquette de psychothérapeute et j'ai une casquette de coach. Voilà. Maintenant, les casquettes, perso, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et l'humain, eh ben, je suis désolée, l'humain, c'est pas construit comme un hôpital, avec au premier étage le cœur, au deuxième étage les poumons, au troisième étage les maladies neurologiques, et au sous-sol la plateforme technique des kinés, parce que nous, on est toujours au sous-sol. Voilà. Euh, ça, c'est la vision du corps humain, morceau par morceau, où chaque service s'occupe de son morceau. Le corps humain, pour moi, c'est une globalité, c'est une, une petite merveille d'intelligence. Vraiment, je Tout pense que... comme moi? Ah, écoute, on en parlera hors caméra. D'accord, merci. Continue, je t'en prie. On va régler nos comptes. Mais si on avait dû construire un être humain, eh ben, on n'y serait pas arrivé. Parce que ça demande en fait une telle précision de fonctionnement que c'est juste inimaginable. On n'arrive pas à comprendre comment un être humain s'est construit. On peut comprendre son fonctionnement, on peut comprendre de mieux en mieux quels sont les points clés sur lesquels il faut porter son attention pour rester en bonne santé. Mais construire de toutes pièces un être humain, mon Dieu que ça doit être difficile. Et voilà, et l'humain m'impressionne. Et donc en fait, mon leitmotiv, c'est euh, comment s'améliorer tous les jours un peu plus en tant qu'être humain, comment fonctionner euh, en, en pleine possession de tous ses potentiels. Euh, le corps humain, c'est l'aspect physique, c'est une mécanique de précision, c'est l'aspect psychologique, la psychologie est aussi une forme de mécanique de précision avec des choses passionnantes qui peuvent se développer en nous, avec notre mental, on peut mettre en place dans notre vie des choses fantastiques. Si on se connecte à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, on peut aussi mettre en place dans notre vie des choses absolument fantastiques. Et moi, ça fait 30 ans que je suis en thérapie, ça fait 30 ans que je reçois des personnes qui vont pas bien, qui vont pas bien physiquement, qui vont pas bien psychologiquement, qui ont une vie qui les oppresse, qui subissent leur quotidien, qui subissent les autres, qui se subissent eux-mêmes, si je puis dire, et qui sont mal. Alors que je sais que l'être humain, euh,
a la possibilité de rayonner, vraiment de se libérer complètement et de faire des choses merveilleuses. On a la chance d'avoir un pouvoir de créativité qui est génial. Et donc, oui, ce qui m'anime, c'est comment faire pour que le plus de gens possible sortent du subir et se mettent en route vers leur bonheur, vers leur bien-être, vers leur rayonnement, vers leur plein potentiel. On n'a qu'une vie, quoi. Donc c'est quand même dommage d'utiliser la seule et unique vie qu'on a à 5% de ses possibilités. C'est dommage. Et en fait, ça peut arriver à tout le monde. On voit bien avec cette crise du Covid qu'il y a pas mal de personnes autour de nous qui arrêtent leur vie, qui ont été pourtant des grands managers. J'en ai reçu plusieurs chez moi parce qu'ils avaient perdu leur restaurant, leur famille, leur divorce. Et il y a peu de personnes qui finalement qui arrivent vraiment à se remonter. Et Ben, en fait, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, ils ont besoin de toi, quoi. bah, ils ont besoin de moi. Enfin, moi, ils ont eu besoin de moi. Ils ont J'ai besoin, fait ce que j'ai pu. ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui leur tourne un tout petit peu la tête pour qu'ils puissent poser un autre regard sur la vie. Tu m'as dit pose tes valises une fois. Ouais, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter, se poser, lâcher ce qui est plus utile, parce que dans les valises, bien souvent, on met plein de trucs qui ne nous servent pas, donc ça ne sert à rien de continuer à les transporter. Mais à un moment donné, il faut se poser, puis il faut se poser aussi des questions. Mais je pense que l'être humain est ainsi fait, et moi, ça a été mon parcours, qu'il faut tomber bien bas, il faut avoir bien bien mal, faut se prendre des claques de souffrance à se tordre en quatre tellement ça fait mal, pour se dire mais ça peut pas continuer comme ça. Et moi je sais que si j'avais pas eu ces expériences douloureuses, si j'avais pas eu à me confronter aussi à des problèmes de fatigue chronique, de douleurs chroniques, à avoir des résultats d'analyse qui étaient plutôt corrects par rapport à ce qu'on fait normalement comme analyse, mais tout en ayant des difficultés à avancer dans ma vie, tellement j'étais fatiguée, tellement j'étais douloureuse. Et on me disait, ben non, c'est dans la tête, ouais, bah, voilà, vous avez trop de stress. Ouais, j'ai peut-être un peu de stress parce que je suis indépendante, parce que je dois assumer ma vie personnelle, etc. Et que je suis expatriée, j'ai pas de famille proche, etc. Donc Un zoo. peut-être, ouais, j'ai des animaux à charge, quelques-uns. Euh, mais en fait, le stress n'explique pas tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où si le soir, quand j'arrive, je suis même plus capable de faire autre chose que m'allonger sur mon canapé alors que j'ai 30 ans, bah, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne doit pas fonctionner. C'est pas T'as juste vraiment dans ma 30 ans? tête. Quand j'avais 30 ans, Ah, voilà. Et donc, en fait, c'est toutes ces phases de difficulté où j'ai dû me poser des questions, j'ai dû aller chercher, j'ai dû... Voilà. Et maintenant que j'ai trouvé cette voie de développement, cette voie d'inspiration et cette voie d'équilibre, ouais, je peux dire aux gens, c'est possible effectivement. Mais je me retrouve confrontée à deux choses. C'est que, un, beaucoup de personnes, tant qu'ils n'ont pas vraiment connu la souffrance, ils n'ont pas envie de changer des choses dans leur vie. Et deux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient changer des choses dans leur vie, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve avec Internet, avec énormément d'informations qui circulent dans tous les sens sur plein de sujets, et de etc. fausses informations surtout. Et malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui font croire qu'il existe une pilule magique. Ça a été la première question que je t'ai posée d'ailleurs, c'est où trouver la bonne information? Mais la bonne information, en fait, c'est l'information qui fait un petit truc dans le cœur. C'est l'information qui fait que, ah, tiens, ça, c'est... voilà. Et puis, si on n'a pas ce petit déclic, bon, bah, faut essayer. Faut essayer, voir si on se sent un petit peu mieux, si... Voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, il y a un point de référence qui est certain, c'est que on ne peut pas améliorer son état d'être si on ne change pas dans sa vie ce qui nous a amené à être mal. Il n'y a pas de secret.
Alors là, tu touches à un point qui est sensible. Ah oui, mais si j'écoute mon cœur, ben, ça peut être. Je suis amoureux de quelqu'un, j'écoute mon cœur, j'écoute mon mental, j'écoute mon ego, j'écoute quoi? Alors là, on part dans la notion de cœur, la notion de sentiment. Quand je parle du cœur, je parle de la notion de centre. Le cœur d'un réacteur nucléaire, c'est son centre. Mais mon cœur, il est là, Mais ça, c'est ton cœur physique. d'accord? Ton centre, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui fait que tu ressens des émotions, c'est ce qui vient profondément de toi. C'est ce qui va décider que ce tableau ou ce tableau vont te plaire ou pas te plaire. Si tu entends une musique, tu vas dire ah ça me parle. Ben, ça parle à ton centre, ça parle à qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Ça parle pas à ta tête. Tu dis pas de manière rationnelle j'aime cette musique parce que elle est avec ce rythme là et puis parce qu'il y a tel instrument. Non, t'aimes cette musique parce que ça fait vibrer un truc en toi. Tu saurais pas vraiment définir ce que c'est, mais moi ce que c'est là, ce truc là qui est là, c'est ton centre. C'est le cœur de toi-même, c'est ce qui est profondément toi-même. Et en fait, il n'y a pas une thérapie qui fonctionne. Il n'y a pas un chemin de développement de soi. Il n'y a pas une seule manière de faire une activité physique ou quoi que ce soit. Il y a juste ce qui existe et ce qui rentre en harmonie, en, en, en résonance avec qui on est à l'intérieur de soi. Quand on est dans quelque chose de mental, on va dire ah bah je vais faire ça parce que un tel l'a fait, ça a marché. Ils l'ont dit à la télé. C'est le grand coach machin qui a 3 millions de vues sur YouTube qui l'a dit, alors c'est juste. Ben, c'est peut-être juste pour plein de gens, mais est-ce que c'est réellement juste pour toi? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça, je crois que c'est une des premières démarches dans la thérapie, c'est de trouver le thérapeute, de trouver le coach, de trouver la méthode, de trouver l'information qui va réellement me toucher à l'intérieur de moi, qui va faire écho avec moi-même. Il existe des techniques extrêmement intéressantes qui peuvent donner des résultats. Je sais que ça existe et que je pourrais faire tel sport parce que ça va m'apporter telle chose, ou je pourrais faire telle activité ou prendre tel plan, en tout cas le truc. Mais il se trouve que ça ne me parle pas à l'intérieur de moi. Donc je ne fais pas. Même si je sais que pour quelqu'un, ça pourrait fonctionner. Quand ça ne parle pas, en fait, ça fonctionne pas. Mais quand ça ne parle pas... Il n'y a pas moyen de décoincer quelque chose avec quelque chose qui ne parle pas. Ben ça, c'est que c'est pas bon pour soi, soit que c'est pas le moment pour soi, soit c'est pas la bonne personne qui le transmet. C'est pas une science exacte. Moi, il se trouve que j'ai dû faire un parcours personnel parce que je trouvais pas de réponse et je trouvais pas d'informations qui me faisaient vibrer à l'intérieur de moi. Donc, j'ai dû aller chercher des réponses. C'est pour ça que j'ai un parcours très atypique, parce que j'ai été chercher des réponses et des solutions à mes problèmes qui me correspondaient personnellement. Tu as été fouillé partout, en fait. Partout. Oui. Ben, c'est le seul moyen de savoir ce qui peut nous plaire ou pas, Ouais, c'est de découvrir. Tout à fait. Et en fait, moi, j'ai fouillé partout, dans toutes les directions. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, sans le vouloir, tout ce que j'ai fait comme ça, dans tous les sens, eh ben, ça a une logique. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, après, j'ai tout mis dans des programmes voilà, soit dans des soins que je fais en présentiel, mais soit on parlait des programmes dans les programmes. Et finalement, je m'aperçois que quand je réunis tout mon parcours, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que voilà, eh ben, il y a une vraie logique. Il y a un module 1, et on commence par le module 1 parce qu'il y a cette logique, il y a un module 2, il y a un module 3. Et tout ça, c'est logique. On peut piocher dans tout, mais si on va du début jusqu'à la fin, on a une progression. Et finalement, ma vie n'a été que des phases de progression et de découverte. Je ne sais pas par quoi j'ai été guidée, mais ça n'empêche que les choses se sont super bien emboîtées. Voilà. Bah, en fait, tu m'as expliqué un jour lors d'une conversation, parce qu'on en a eu quand même pas mal,
Le début, je t'avais parlé de mon puzzle à un moment donné, je me suis dit, waouh, il y a un puzzle là, je sens, il est là depuis très longtemps. Et d'un seul coup, je sens que les pièces, elles commencent à s'assembler. Et tu m'as dit, bah ouais, c'est ça la clarté. Oui, ça s'appelle. Chose qu'on avait appris chez un coach qu'on a Oui, suivi. mais en fait, c'est que tu avais des éléments qui étaient dissociés. Ouais, Des éléments à la fois physiques, des éléments émotionnels, des éléments professionnels. Tu avais avec à chaque fois des petits nœuds. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que tu as trouvé du sens. Et à partir du moment où on a du sens, tout s'éclaire. Il y a une logique qui se met en place, on le voit. Et donc, en fait, tout ce qui nous paraissait des montagnes, c'est-à-dire que chaque petit nœud finit par être une montagne, mais quand on a du sens et qu'on a pris un peu de recul par rapport à la situation et qu'on a une vision d'ensemble, bah, les choses s'éclaircissent. Et ça devient vachement plus simple. et la solitude est très importante à ce moment-là, en fait. J'ai toujours vécu entouré d'énormément de monde, hein, tu le sais bien. J'ai trois filles, bon, évidemment, ça crée beaucoup de monde avec les amis qui viennent, une grande famille. À un moment donné, ma vie m'a obligé à me retrouver seul, je me suis mis à marcher. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la clarté a commencé à arriver. J'ai passé 3 jours seul dans la forêt. C'est là où, d'ailleurs, c'est là où on a commencé à discuter. Bon, alors, c'est C'est la là. forêt ou c'est la discussion qui a Bah, clarifié? non, 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 pas du tout. Bah, on a discuté. T'as publié ma première marche, et puis Ouais. après, moi je me suis dit, wow. Et puis bah, j'ai continué à marcher. On n'a pas parlé pendant du tout ce temps-là. Au contraire, on a même, je crois que c'est un mois et demi, 2 mois après qu'on a commencé à parler en fait. Il y avait ton adorable chien qui est en photo sur ton site, qui avait envie de se promener avec nous, on va dire ça comme ça. Mais en fait, la solitude, c'est le seul moment où le mental n'a pas besoin d'être concentré sur ce que l'autre va penser, sur ce Oui, que l'autre va dire. exactement. Parce que dès qu'on a un interlocuteur en face de soi, euh, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on écoute pour pouvoir répondre, pour pouvoir réagir, pour pouvoir machin, on va pouvoir argumenter, on va pouvoir... Et là, le mental, il est en éveil, il y a un qui-vive en fait. Mais quand tu es face à un arbre, ou quand tu es face à la nature et à la... C'est pas au silence de la nature, parce que la nature, c'est ultra bruyant. Il y a les oiseaux qui piaillent, il y a le Ça, vent c'est dans les les Parisiens qui parlent. feuilles, il y a... Mais Mais non, la nature, c'est la calme. nature, Oui, mais non, la nature, il y a de la vie. C'est-à-dire, tout à fait. Oui. tu regardes par terre, bah, tu vois une feuille qui bouge toute seule parce qu'il y a une petite fourmi en dessous qui est en train de bouger le bazar. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du bruit, Il y a une vie il y a énorme, une vie qui est importante. bien plus importante Mais qu'on vit. c'est une vie euh, qui, quand tu es face à cette vie-là, tu n'es pas forcément obligé de réagir à cette vie-là. T'es pas l'arbre il est là, tu vas apprécier, tu vois, mais tu vas pas chercher à le convaincre de quelque chose, donc tu vas pas brancher ton mental. Voilà, si après si tu regardes l'arbre en disant ouais ça va pour faire une super planche parce que je vais me faire une cabane etc. Bah là va pas en forêt quoi. Ça, c'est mon mental à moi, donc je vais quand Voilà, même en forêt. voilà. Mais à partir du moment où on lâche le mental, où on se met dans une disposition où le mental peut arrêter ses questionnements et surtout cette volonté qu'on a presque inconsciente de rentrer dans des jeux de pouvoir ou dans des jeux d'ego, eh ben, on se retrouve face à soi. Et c'est là où on peut vraiment laisser remonter des émotions, laisser remonter des choses qui nous appartiennent en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction avec les autres, on est juste en communion avec soi. Donc après, peut y avoir un dialogue intérieur, mais ce dialogue intérieur, c'est plus du jeu de pouvoir, c'est plus des jeux d'ego. Ça peut être des questionnements, ça peut être... et puis là, on va s'apercevoir que, tiens, il y a une conversation qui va nous revenir. Et puis là, on va s'apercevoir, ah mince, ah, j'ai un peu honte de ce que j'ai dit. Voilà. Et là, il y a des émotions. Et comme l'émotion, c'est un messager, l'émotion. L'émotion, c'est un coach. Chaque émotion est un coach. Quand on a une émotion qui remonte, on a un message qui est derrière. Si je sens une espèce de colère qui remonte,
c'est parce que là, je suis en train de faire un truc, ou je suis en train de vivre un truc, ou je suis en présence de quelqu'un qui me fait trahir mes valeurs. Et ça donne, ça me fout en rogne, quoi. Et donc, quand je sens la colère qui monte, je me dis, oh là là, elle est où ma valeur, là, que je suis en train de nier, que je suis en train de dépasser, que je suis pas en train d'écouter. Donc, tout de suite, c'est quand je sens qu'il y a de la colère, j'essaye d'aller chercher l'information. Et on n'est pas, quand on est dans une relation interpersonnelle, on n'est pas forcément apte à ressentir l'émotion tout de suite. Mais quand on se retrouve seul chez soi, ou dans la nature, ou dans un endroit où on n'est pas obligé d'avoir son mental qui va, et ben, tout ce qu'on a vécu, toutes ces émotions vont pouvoir remonter. Et donc, on va pouvoir faire un feedback, on va pouvoir attraper des messages. Alors, c'est pas forcément l'arbre qui va me parler, mais c'est peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui va pouvoir me parler parce que je suis en contemplation devant l'arbre. Et là, on a des messages qui sont audibles, en fait. Ben, énormément, bien sûr. Donc autrement, c'est notre cerveau, c'est notre mental, c'est notre cœur qui va parler. En fait, le mental véhicule, il est hyper important, hein, mais notre mental véhicule euh, tout ce qu'on a reçu comme formatage, que ce soit par notre lignée parentale, l'histoire de notre famille, etc. Que ce soit parce qu'on vit dans une communauté, donc que ce soit la communauté du club de foot où je me suis inscrite, ou la communauté je sais pas Tu moi, joues au des foot? cinéphiles, non moi je joue pas au foot, des cinéphiles avertis, ou que ce soit la communauté de machin, euh, toutes les communautés dans lesquelles on circule, où on adhère, On n'est pas soi-même. ont leur propre code, ont leurs propres instructions, etc. Et le mental absorbe absolument tous ces rituels, ce qui fait que bien souvent on a des réactions bah, quasi automatiques, on s'en rend même plus compte. Mais c'est un habit de clown qu'on a porté. C'est pas nous, ce sont des masques. Et quand on est loin des relations interpersonnelles et qu'on est dans cette forme de solitude et de silence, notre vrai nous peut nous parler. Donc oui, on reçoit des messages, mais c'est des messages qui seraient de manière générale occultés par le conditionnement, les habitudes, les croyances fausses ou pas fausses qu'on nous a ancrées dans le crâne, etc. Tandis que quand on est tout seul dans une forêt, ou tout seul face à la plage, sur la plage face à la mer, tout ça, ça peut se dissoudre très vite, dans quelques instants. Alors, bah, y a des gens qui, effectivement, au bout de 3 minutes, il n'y a plus personne autour d'eux, ils sont dans le désert total relationnel. C'est la panique à bord. Ben, c'est la panique à bord parce qu'ils ont des remontées de choses qu'ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas d'où ça vient, ils sont perdus par rapport à ça. Et puis, ben, y a des gens qui, au contraire, ben, s'ils peuvent passer 2 heures tous les jours en contact avec eux-mêmes, ils se sentent beaucoup mieux. Justement, j'allais te poser la question, c'est quoi le bon timing pour se retrouver seul? Combien de temps? Tous les combien de temps? Il n'y en a pas. Comment faire pour calmer notre mental? Il n'y en a pas. Moi, je pense tout le temps, je pense la nuit, j'étais créatif dans la Mmh. publicité, je crée en dormant. Je suis patron, je suis comptable, enfin, je suis patron, j'ai de la comptabilité à faire, mais je la fais en dormant. S'il y a une situation comme on a vécu avec cette crise Covid, évidemment, on a tous eu des difficultés. Donc la nuit, moi, j'étais en train de compter. Je me demandais comment j'allais faire pour payer mes salariés. Alors Bon, j'ai ma réponse, hein. là, tu parles J'ai trouvé ma tu réponse. parles d'une situation aiguë. Oui. Moi, je parle d'un art de vivre où, en fait, on a une phase euh, d'activité où on est en interaction avec les autres, où on a des activités, où on doit effectivement faire appel à son mental pour pouvoir structurer sa vie, son planning, etc. Et puis, une fois qu'on a cette phase d'activité, on a cette phase de repos. Hein, c'est comme la respiration. J'ai une phase active tournée vers l'extérieur, j'ai une phase qui est beaucoup plus tournée vers moi, où je me ressource, etc. Ça, c'est un temps normal. Et après, c'est en fonction de chacun quel rythme, quel rythme il a besoin. C'est-à-dire que si on est plutôt contemplatif et qu'on a besoin de plus de temps d'introspection, bon, bah, voilà, on va y passer 1 heure tous les jours, ou plusieurs fois 1/2 heure.
Ça, c'est le rythme de chacun en fonction de... C'est ça, la conscience de soi. C'est s'écouter et comprendre de quoi on a besoin. Et surtout, ne pas culpabiliser parce que on a besoin de faire 20 minutes de temps calme alors que tous les autres membres de la famille, ils ont juste besoin de s'activer, de regarder la télé, jouer à la PlayStation, etc. Hein. Pas culpabiliser de son propre rythme. Et ça, c'est à chacun de trouver son rythme. Alors au début, effectivement, les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui sont tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mouvement, etc., on va les forcer un peu, c'est-à-dire qu'on va les obliger à avoir un temps calme avec elles-mêmes, au moins 5 minutes tous les matins, par exemple, ou 5 minutes tous les soirs avant de s'endormir. Mais là, on est dans une phase d'apprentissage, et après, la personne va elle-même trouver son propre chemin. Mais toi, tu parles d'une phase aiguë. C'est-à-dire que là, on est dans une phase... Ah là, c'était dur. Ouais. C'est Pour paroxystique. tout le monde. Il y a effectivement un stress important pour tes propres affaires et ta propre vie. Mais en plus, tu es baigné dans un environnement qui est une société qui elle-même, en fait, a son niveau de stress global qui est élevé, etc. Et nous, en tant qu'êtres humains, comme on perçoit en permanence tout ce qui provient de notre environnement, puisque c'est notre survie qui en dépend, quand la société est très stressée ou très morose ou très tout, voilà, eh ben, tu absorbes ça. Et en plus, tu as tes propres problèmes, donc ça vient encore plus rajouter du stress. Ben là, c'est évident que là, dans ces cas-là, on va utiliser l'introspection, le temps calme, de façon, je dirais, médicamenteuse. C'est-à-dire qu'on va, tout comme on va conseiller une pilule matin, midi et soir, là, on va conseiller un travail ciblé sur la gestion du stress, la gestion des émotions, l'apaisement, etc. Ce n'est pas de la gestion des émotions, mais l'écoute des émotions matin, midi et soir. Mais aussi, on va aller travailler sur l'impact que le stress peut avoir sur ton corps. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est très stressé, le diaphragme, ça, on avait fait une vidéo, puis c'est indiqué de façon très explicite dans le training qu'il y a sur le site internet. Training offert par ailleurs. Oui, oui. Quand le diaphragme, quand on est sous stress, le diaphragme est bloqué en crispation, donc bloqué en position inspiratoire. Il y a en plus, au niveau chimique, des décharges importantes de neuromédiateurs comme l'adrénaline, par exemple, qui... Je ne vais pas faire un cours là-dessus, hein, mais ça, c'est des mémoires inhérentes à notre fonctionnement d'humain. Hein, quand il y a des peurs, quand il y a du stress, des choses comme ça, il y a toute une chimie qui se met en place dans le cerveau. Hein, mais t'expliques tout ça dans tes trainings. Oui, oui. Donc, et donc, en fait, le corps se gorge de neurotransmetteurs qui vont amplifier la crispation à la fois du diaphragme, mais la crispation également de tous les autres muscles. Ce qui veut dire que tu as un mental qui a besoin de résoudre des équations. Donc, il va chercher à résoudre ces équations. Mais en plus, tu as un corps qui est totalement imprégné de substances qui vont le rendre encore plus alerte sur la défensive, sur le qui-vive, prêt à agir, prêt à foncer, etc. Et tu as un diaphragme qui est en crispation, qui vient, par intermédiaire de la suspension hydropneumatique, verrouiller encore plus tes chaînes musculaires, ce qui fait que ton corps ne peut même pas se relâcher. Or, pour trouver un sommeil profond, il faut qu'à un moment donné, le corps puisse se relâcher, le corps puisse se détendre pour que tout le reste puisse s'apaiser. Donc en fait, pour se sortir de ce type de situation vraiment aiguë, là, il faut évidemment faire un travail à la fois pour rassurer le mental, hein, donc il faut aller chercher des plans B. Il faut vraiment faire la clarté sur... parce que nous, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à évaluer une situation de façon erronée. C'est-à-dire que soit on est dans le déni et puis on a l'impression que c'est pas si grave que ça, alors en fait que la maison s'écroule, hein, mais on veut pas le voir. Ou bien à l'inverse, on voit toujours les situations en pire. Et donc le mental, lui, il doit faire avec ça. Donc ce qui est important, c'est de lui préparer le travail. Hein. Le mental, c'est pas un ennemi, c'est un allié. Donc il faut préparer le travail au mental. C'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier, se poser des questions. Il y a tout un process de clarification. Hein. Ça s'apprend. On se pose des questions pour savoir où on en est vraiment, qui sont les alliés, qui sont ceux qui vont nous plomber encore plus, comment on peut savoir quelles sont les situations, dans une même situation,
comment d'autres ont pu résoudre, etc. Hein, donc il y a tout un plan de clarification qui va aider le mental. Et en plus, le mental, il a toujours besoin de sécurité. Donc il va falloir lui dire, ok, mental, si cette situation-là, c'est vraiment la cata, il faut aller chercher la peur de la peur. C'est-à-dire que ouais, si c'est vraiment la cata et que je me plante complètement, qu'est-ce qui va se passer? Et au pire, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il se passe ça, la situation la pire du pire, c'est quoi? Ouh là là, Eh ben envisager ouais, le pire. on va aller chercher. Et là, on va s'apercevoir que, ok, au pire du pire, si je me plante complètement, si mon entreprise, elle s'écroule, si je perds les gens que j'aime, si, voilà, au pire du pire, quel est le plan B? Est-ce que je vais survivre? Le mental, c'est tout ce qu'il veut savoir. C'est s'il y a une échappatoire pour survivre. Et donc, si on fait la clarté sur la situation et qu'en plus, on nourrit le mental en lui disant, t'inquiète, quoi qu'il se passe, même si c'est la galère, tu seras toujours debout, tu seras toujours en vie, tu auras toujours... Parce qu'il y a un plan B et j'y pense aussi, déjà, on fait lâcher. Il faut aller lâcher également le physique. Donc, il y a des exercices à mettre en place pour faire lâcher toute cette mécanique du stress. Il faut aussi supplémenter l'organisme avec des compléments et une alimentation ciblée pour que le corps ne subisse pas trop les effets du stress, pour que les neurones, le cerveau et tout ça ne subissent pas trop les effets du stress. Donc il y a une alimentation spécifique des gens stressés et il y a une supplémentation aussi pour éviter que le stress abîme l'organisme. Bon. Et puis il faut aller chercher aussi là, les je vais émotions. t'arrêter, tu sais que j'y croyais pas du tout, puisque je fais mon jardin et je pensais que tout était naturel, propre, avec tout ce qu'il y a de nécessaire pour mon corps. Et effectivement, j'ai regardé de plus près et aujourd'hui, on n'a plus la capacité avec nos terres et l'énergie qu'il y a dans la production de nos légumes d'avoir des produits qui soient vraiment frais. Dans les supermarchés, c'est pareil, on a des produits qui sont trop âgés, quoi. Une carotte, je vais la prendre, je vais l'arracher de mon jardin, elle va très très vite perdre ses vitamines. Et depuis que je prends quelques compléments alimentaires, je m'avoue, oui, effectivement, j'ai plus d'énergie. Maintenant, Ouais. il faut trouver lesquels. Alors, comment on fait pour les trouver? Voilà, ça c'est une conversation qu'on peut Moi, j'ai la avoir. chance d'avoir ton programme, mais Non, mais ça c'est une conversation qu'on peut avoir pendant 2-3 heures, c'est-à-dire sur le bienfait des compléments alimentaires, euh, les usines afriques que ça représente derrière, le fait de je mange de tout, donc comme je mange de tout, je ne peux pas avoir de carence, c'est pas possible. je mange du McDo, je n'ai pas le droit de dire, je mange du... je mange du... Ça va pas, ça. Mais c'est pas ça. Et en plus, je cuisine. Mais en fait, quelque part, on s'en fout, parce que tout ça c'est subjectif. On peut dire n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est objectif. Donc, on fait des analyses. Le corps a son propre vocabulaire, il a son propre langage. Si je veux parler le langage de mon corps, je dois parler un langage chimique. Mon corps, il a besoin de certains nutriments, il a besoin de certaines vitamines, il a besoin de certains acides gras, il a besoin de tout un tas de choses. Et si le stock de l'usine, il est vide, eh ben le corps n'a pas à sa disposition les éléments qu'il faut pour se bâtir, pour se reconstruire, pour se dépolluer. Parce qu'il y a les détox, mais le corps est tout à fait capable de se nettoyer par lui-même quand on lui donne les outils. Et s'adapter à n'importe quoi aussi. Ça fait partie. Donc, si... Maintenant, il ne fonctionne plus. Si je fais des analyses très poussées, c'est pas des analyses de... Là, on est d'accord. c'est une bible comme ça. Si on fait des analyses très poussées, on va faire un inventaire du stock qui est à la disposition du corps pour fonctionner. Et là, on va s'apercevoir que il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ci, il manque ça et que ça. Voilà, on va voir. Voilà, on est objectif. Après, pourquoi il manque ça? On va se poser la question. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges... Parce qu'on sait bien que les oméga 3, on les trouve dans certains aliments, etc. Donc, si tu es en déficit d'oméga 3 ou si tu as un déséquilibre entre tes oméga 3, tes oméga 6, machin, etc., on sait quand même d'où ça vient dans l'alimentation.
Donc évidemment, on va poser la question, c'est quoi tes stratégies alimentaires, qu'est-ce que tu manges, etc. Bon, après, en fonction de la carence, si, par exemple, on va parler de la vitamine D, qui est quelque chose d'hyper important, surtout nous ici au Luxembourg, il y a deux carences fantastiques ici, c'est l'iode et la vitamine D. On a des gens qui ont des taux de vitamine D qui sont à 3, alors que la norme statistique, ça devrait être 30-35. Ça, c'est la norme statistique. C'est-à-dire que la population devrait statistiquement être à 30-35 vitamine D. Et la norme santé, c'est-à-dire ce dont le corps a réellement besoin comme stock de vitamine D pour pouvoir fonctionner correctement, pas que pour consolider ses os, mais aussi pour prévenir les cancers et puis pour favoriser certains mécanismes, c'est plutôt 80-85. Tu tiens d'où ces sources? Mais ça, c'est des sources qui sont issues des dernières recherches. Moi, je travaille avec... j'ai mon propre médecin en médecine fonctionnelle. Il y a plein de médecins en médecine fonctionnelle qui travaillent vraiment sur ces recherches-là d'optimisation des stocks de nutriments. C'est la nutrithérapie du corps. Bon, quelqu'un qui a 3 en vitamine D, c'est évident qu'on ne va pas lui demander d'aller manger de l'huile de foie de morue tous les matins. Parce que ce n'est pas avec ces 3 cuillères d'huile de foie de morue tous les matins qu'il va refaire son stock de vitamine D. Il va falloir qu'on lui donne une supplémentation en vitamine D. Et puis, pas au compte-gouttes. Il va falloir frapper fort. Et comment on sait qu'on est juste? Parce qu'on va refaire une analyse et on va voir que le taux de vitamine D, il est remonté. Voilà, donc il faut être efficace. Il faut arrêter d'être dans l'abstrait, il faut arrêter d'être dans le subjectif. Donc les gens qui se promènent dans les rayons de supermarché et qui disent « Ah alors là je vais prendre un peu de ci, ah là je vais prendre un peu de ça ». Mais là ça c'est de l'arnaque parce que ils ne savent pas si vraiment leur corps en a besoin. S'ils en amènent trop, ça ne va pas l'aider le corps. Ils vont avoir le sentiment d'améliorer leur situation, mais en fait ils ne l'aident pas. Donc il faut arrêter de se supplémenter, de se complémenter n'importe comment. Au hasard. Au hasard. Et en plus, il faut faire attention également à la qualité des produits. Parce que quand on a un taux de vitamine D qui est à 3 et qu'on veut le faire monter au moins à 50, on ne va pas prendre des petites gouttes à raison de 1000 unités toutes les semaines. Il va falloir aller chercher du 6000, du 7000, du 8000, du 10 000 par jour. J'étais pourtant très fier, moi, de prendre mes petites gouttes. Tu m'as bien expliqué ça m'a pris du temps à comprendre, mais oui. Donc, en fait, il y a des compléments alimentaires qu'on trouve absolument partout. Alors, déjà, plus il y a de trucs dans une pilule, moins c'est dosé. Alors, voilà, on dit, je vais juste prendre une pilule avec la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine... Voilà, mais dans une petite pilule... On peut mettre 15 vitamines, d'accord, mais en toute petite quantité. Et qui me dit que j'ai besoin de vitamine A? J'ai peut-être besoin de vitamine D, mais pas de A. Donc pourquoi prendre des cocktails? Donc il faut aller chercher des compléments alimentaires techniques qui coûtent un peu plus cher, c'est sûr. Mais là, on sait qu'on va vraiment pouvoir faire une cure, un traitement, et aller chercher un résultat. Et finalement, ça coûtera moins cher. Au final, ça coûte moins cher puisqu'on a moins de problèmes de santé. Et quand on n'a pas de problème de santé, on n'a pas besoin d'aller chez son médecin, on n'a pas besoin de se mettre en maladie, on n'a pas besoin de... nous, on est indépendants, donc on sait quel est le coût de notre santé. Ouais. Et notre santé, des fois, c'est une semaine sans salaire. C'est ça. Qui est capable de le faire? Les indépendants. D'ailleurs, on est malade? Non. Jamais. Voilà.